Allez les amis, c'est l'heure de se retrouver pour un 369e épisode du Coup Tordu. Dans le Coup Tordu, on parle vélo, on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est les passionnés qui parlent aux passionnés. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et il y a des previews. On se retrouve pour l'analyse et pour la preview de la 11e étape de la Vuelta 2025 qui va faire tourner les coureurs entre Bilbao et Bilbao. On va parler bien évidemment de ce qui s'est passé aujourd'hui aussi sur la victoire de Jevine. Alors moi j'étais parti sur un scénario un petit peu fantasy, un petit peu fantasque. Bon, rien de très grave, on était vraiment sur du min-bet, mais c'est vrai que l'évidence sur cette étape, c'était soit Jevine, soit Juan Ayuso, et en fait finalement, fallait aller au plus simple, fallait faire simple. Juste une mini aparté pour attaquer l'épisode. Vraiment, le Coup Tordu, c'est un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. Je le dis, voilà, je le précise, pour ceux qui jouer avec excès comporte des risques. Donc ne faites pas n'importe quoi, mais demain, si on nous supprime le betting, si on ne peut plus parler de betting en podcast, comme c'est le cas par exemple en Belgique, le Coup Tordu continuera. Je le dis, voilà, quand je vois 2-3 zozos qui débarquent sur les réseaux sociaux, ah vas-y mec, t'es bête là aujourd'hui, ça me va pas, propose autre chose, ou voilà, essaye de voir s'il y a pas du live. Ça, c'est bloqué direct. Je vous le dis les mecs, allez mettre 30 ou 40 balles dans un tipster qui va soit vous arnaquer, soit vous allez tomber sur un bon, j'en sais rien du tout, je sais pas, mais cassez-vous quoi. Cassez-vous. Ça, c'est pour moi, c'est pas l'état d'esprit du Coup Tordu, c'est bloqué direct. Je dis ça parce que j'en ai ramassé 2-3 récemment. Donc voilà, cet aparté étant fait, voilà, qui concerne 0,01% des gens qui écoutent. On revient sur ce qui nous concerne et un petit peu l'analyse donc de la 11e étape. Alors ça continue de chauffer entre la Lidl Trek et Juan Ayuso. Bon, je pense qu'on est qu'au début du feuilleton. On aura l'occasion d'en reparler. Moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Voilà, le prochain coup qu'on aura Thibaut ou Enzo dans le podcast. On parlera de tout ça parce que je vous l'ai pas dit. Je vous retrouve à nouveau en solo pour cet épisode. Thibaut travaille assez tard ce mardi soir au moment où j'enregistre le podcast. Donc un petit peu compliqué de se caler, mais voilà, bien évidemment, dès que possible, vous le retrouverez avec joie et bonheur dans le Coup Tordu. La même chose également pour Enzo, pour Phoenix. Je pense que ça devrait pouvoir le faire dans le cours de la semaine. L'autre petite chose dont je voulais vous parler, alors c'est un message qui est apparu sur, je sais pas s'il y a peut-être certains qui l'ont vu, sur le forum Groupetto. Voilà, Groupetto, c'est un média cyclisme qui a aussi un podcast. Je les connais pas du tout, voilà, les gens de Groupetto, donc voilà, big up à eux, les confrères de Groupetto. Et donc il y a dans le forum de Groupetto, il y a eu un témoignage. Alors à prendre avec des pincettes bien évidemment. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Un témoignage anonyme de quelqu'un disant être un coureur de la Cofidis. Après, ce que le mec racontait, ça semblait quand même assez cohérent. Allez voir par vous-même sur le forum de Groupetto et faites-vous votre idée par vous-même. Voilà, on me l'a remonté, je ne traîne pas habituellement sur les forums de Groupetto. Et donc ce coureur de Cofidis disait que l'équipe était d'après lui vraiment touchée par les moqueries, on va dire un petit peu le bashing que peut avoir l'équipe sur les réseaux sociaux et à droite à gauche. Alors moi je voulais repréciser un petit peu l'état d'esprit du Coup Tordu, et moi à titre personnel, mais c'est valable pour la Cofidis et c'est valable pour toutes les équipes, et vraiment l'état d'esprit du Coup Tordu, et je pense que Thibaut et Enzo sont aussi assez raccords là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut critiquer un management, on peut critiquer des stratégies de course qui sont décidées dans des voitures par des directeurs sportifs, mais jamais, au grand jamais, on va s'attaquer à un coureur. C'est simple. Si un coureur professionnel, même au 3e échelon, il est professionnel, je parle à l'échelon Conti, s'il est là, ça veut dire qu'il est déjà meilleur que 99,95% des mecs, ou 80 ou 99, 0,05% des mecs. Enfin voilà, on a affaire au haut du panier. Donc pour moi, de mon point de vue, je sais qu'Enzo et Thibaut sont aussi dans cet état d'esprit. Pour moi, les coureurs, ils méritent tout le respect, sauf s'ils se comportent évidemment comme des gros cons. Voilà, par exemple, on pourrait redétailler certains dossiers Gianni Moscon, par exemple. Pour moi, c'est un mec pour qui je n'ai absolument aucun respect. Mais c'est pas sportif, c'est humain, parce que Moscon, c'est un con. Mais sinon, voilà, l'immense majorité des coureurs, bien évidemment, faut les encourager, faut être derrière eux. Et puis, ce qui est bien avec le cyclisme, c'est qu'on n'est pas dans le foot. C'est-à-dire, dans le foot, vous êtes Paris, vous êtes supporter de Paris, vous détestez Marseille. C'est comme ça. Vous êtes pour Lille, vous détestez Lens. Moi, dans le vélo, dans le cyclisme, j'ai été un
un grand fan par exemple de Nasser Bouhanni. Alors à une époque, visiblement ça avait été aussi un petit peu monté à droite à gauche dans la presse et dans les médias, où on avait monté une rivalité un peu entre Desmar et Bouhanni. Bon, apparemment ils sont pas potes, mais ils se détestent pas autant que ce qui a pu être dit il y a quelques années. Mais c'est pas parce que j'admire toujours Nasser Bouhanni. D'ailleurs, allez voir ses réseaux sociaux, continue de faire du sport, il fait des marathons, il fait des trucs incroyables. Enfin, il a pas vraiment lâché. Nasser, c'est un immense fan et pratiquant de sport. C'est pas pour ça que je détestais Arnaud Desmar. Au contraire, enfin voilà, dans le vélo, c'est pas parce que on adore une équipe qu'on va forcément en détester une autre. Pour moi, l'état d'esprit du vélo, il est là. Donc si en plus certains se disent supporters de la Cofidis, c'est pas du foot en fait. C'est-à-dire que des fois on est supporter d'une équipe, voilà, on va un peu la chambrer, on va essayer de les bouger un peu. On sait que les footballeurs parfois ils ont des comportements, on les voit traîner en boîte jusqu'à 5h, 6h du matin, alors que les mecs ils ont entraînement le lendemain à 10h. Ça, dans le vélo, ça n'existe quasiment pas. Donc l'immense majorité des coureurs sont des professionnels aguerris qui ont des hygiènes de vie mais de dingue, mais vraiment de dingue. Et ça, pour moi, voilà, je peux le dire, pour moi c'est le respect le plus absolu, c'est total respect par rapport à ça. Par contre, des fois, il y a des managements qui sont un peu toxiques, et là il y a des choses à dire, et là on peut émettre des réserves, et là on peut émettre des critiques. On est aussi là, bien évidemment, pour ça, voilà, pour donner un petit peu notre avis sur ce qui se passe au-dessus, même si encore une fois on n'est pas manager, on n'est pas à la place des managers, et quand un manager prend des décisions, même si c'est Cédric Vasseur, des fois il a obligatoirement des tenants et des aboutissants que nous n'avons pas, et voilà, on juge par rapport aux éléments que l'on a, et avec tous les bémols bien évidemment qu'il y a autour. Et puis encore une fois, à la fin, bien évidemment, ça reste que du vélo, hein, ça reste que du vélo, on n'est pas en train de parler d'un conflit, voilà, c'est que du sport, c'est que du vélo. Donc voilà, pour recontextualiser les choses. Et dernier truc, on voit aujourd'hui, et là on va revenir un petit peu sur toute la partie betting, on voit aux États-Unis que en basket, les basketteurs demandent l'interdiction de certains paris, parce qu'ils se font un petit peu, on va dire, les paris individuels, parce qu'ils se font un petit peu chambrer et agresser même de manière voilà, ça dépasse les bornes, et ils se font un peu chauffer par des parieurs mécontents. On sait que dans le tennis, véritablement, c'est massif, c'est un fléau. On a vu un tennisman, par exemple, sur le dernier US Open, s'en prendre directement à un spectateur parce qu'il savait qu'il était en train de parier sur lui. Pour moi, le vélo ne me semble pas impacté par ce fléau, si vous voulez. Donc j'espère vraiment qu'on va garder cet état d'esprit là, encore une fois. Voilà, encore une fois, bienveillance avec les coureurs. Moi, j'incite personne à jouer, à faire des paris sportifs et à mettre de l'argent. D'ailleurs, dans le lien de l'épisode, vous avez le numéro de téléphone de Joueur Info Service, et même si vous le faites, voilà, même si un coureur vous déçoit ou n'a pas répondu à vos attentes, personne, aucune insulte, rien du tout par rapport aux coureurs, aux mecs qui souffrent sur le vélo, et au staff des équipes, les mecs qui les entourent. C'est total respect. En tout cas, nous on se battra toujours pour ça, pour cet état d'esprit, bien évidemment, dans le coup tordu, de la bienveillance. Voilà, de la bienveillance avant tout. On passe sur notre 11e étape de la Vuelta. Bon, pour moi, allez, presque l'étape que j'attends le plus sur cette Vuelta, véritablement tracée. On était assez critique par rapport au tracé de la Vuelta, mais alors celle-ci, c'est exactement le type d'étape qu'on aime globalement, hein. Ça ressemble à la Classica San Sébastien. On est aussi un petit peu dans l'état d'esprit de la dernière étape du Tour du Pays Basque qu'on voit tous les ans entre Eibar et Eibar. On se retrouve avec des ascensions de 2e et de 3e catégorie, typiques du Pays Basque, hein, des ascensions très très dures, un enchaînement de petits murs avec des routes qui sont pas forcément très très larges, où on pourrait aussi avoir une grosse bataille de placement. Alors si on prend un petit peu la start list, alors déjà quel scénario pour l'étape et quelle météo, ça c'est important. Vous avez raison de vous poser la question. Les coureurs vont plutôt avoir vent de face, on va dire, sur le premier quart, premier tiers de la course, pour ensuite avoir un vent portant jusqu'à la moitié de la course, et ensuite derrière revenir aller sur un vent on va dire un peu de côté, un peu trois quarts d'eau sur la dernière partie de l'étape. Donc j'ai envie de dire, je pense que le vent devrait pas avoir un véritable
véritable gros impact sur la course, sauf que ça va empêcher des coups, ça va empêcher un coup de partir très très tôt et de prendre véritablement une très très grosse avance. Alors est-ce qu'on va aller sur un scénario GC Day ou est-ce qu'on va aller sur un scénario échappé? Moi, si je prends les équipes, alors déjà il faut savoir que sur on va avoir l'Angliru, mais l'Angliru arrive seulement dans 2 étapes, donc l'Angliru ça sera clairement l'étape reine de cette Vuelta, à savoir que sur l'étape 12, donc l'étape qui va avoir lieu ce jeudi, on va avoir une étape qui va clairement être taillée pour les échappés. Vraiment l'étape 12 c'est spot échappé quasi à 99%. Donc sur cette étape, faut chercher un petit peu quelle est l'équipe qui va contrôler la course. On va regarder un petit peu justement sur la Classica San Sébastien et sur la dernière étape du Tour du Pays Basque, quels sont les coureurs qui ont déjà brillé sur ce type de parcours. Jonas Vingegaard a gagné sur ce type de parcours. On était sur le Tour du Pays Basque, si je dis pas de bêtises, c'était en 2023, il avait gagné exactement. C'était la dernière étape du Tour du Pays Basque 2023, il avait remporté l'étape très très facilement. Au niveau de la Classica San Sébastien, vous avez vu Giulio Ciccone qui a remporté tout simplement la Classica San Sébastien cette année. Voilà, c'est le vainqueur sortant de la Classicoa. En 2024, Juan Ayuso avait remporté l'étape sur le Tour du Pays Basque. Alors maintenant, victoire, j'ai envie de dire un petit peu à mettre entre guillemets, parce que vous vous rappelez tous du Tour du Pays Basque 2024, c'est sur ce tour, on avait eu la fameuse chute de Jonas Vingegaard, la chute de Primož Roglic, celle de Remco Evenepoel. Donc ça avait été véritablement le tournant de la saison de l'année 2024, qui a en tout cas avait un petit peu changé la phase de ce tour du Pays Basque et la suite de la saison. Juan Ayuso donc avait gagné le classement général, il n'avait pas gagné l'étape de Eibar, il avait été battu par Carlos Rodriguez à l'arrivée, mais il s'était plutôt, on va dire, bien comporté. Et notre ami Joao Almeida également, qui lui aussi a déjà brillé sur ce type de parcours, puisque cette année c'est lui qui a remporté l'étape entre Eibar et Eibar. Alors bon, profil un petit peu différent, des ascensions un petit peu plus longues, mais dans l'idée on est un petit peu dans le même état d'esprit. À noter également que cette année, la dernière étape du Tour du Pays Basque s'est déroulée sous des conditions apocalyptiques. On aura un temps très différent, très différent, une météo très différente, mais Almeida l'avait emporté devant Enric Mas et on avait eu une magnifique étape de Jordan Jegat qui avait sorti une étape mais monstrueuse. Il fait 6e en ayant pris l'échappée matinale. Voilà, il nous avait fait notre ami Jordan Jegat, il nous avait fait un truc de ouf sur cette étape. Donc je reviens à ce qui nous concerne. Donc est-ce qu'on va avoir une échappée ou est-ce qu'on va avoir un scénario classement général? Moi, je suis plutôt sur le scénario classement général. Pourquoi? Parce qu'on voit un Joao Almeida qui est quand même assez taquin, qui n'hésite pas entre guillemets à agresser Jonas Vingegaard. Moi, je pense, alors le seul qui m'emmerde éventuellement, est-ce que si Juan Ayuso part relativement tôt, est-ce que on va véritablement mener une chasse derrière Juan Ayuso? Est-ce qu'il va y avoir une grosse chasse derrière lui? Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu l'interrogation. Je pense que s'il y en a un qui peut la mettre au fond en échappée, le seul pour moi c'est Juan Ayuso. Donc pour le reste, pour moi, ça va être un scénario de GC Day. Je pense que du côté de la Visma, on va pas contrôler l'étape tout seul. De toute façon, c'est ce qu'on voit. La Visma ne contrôle pas l'étape tout seul. Par contre, quand il y a une équipe qui vient filer un coup de main à la Visma, là, on met un petit peu la main à la pâte et on essaye de mettre la balle au fond. Donc, je pense qu'on n'a pas l'équipe pour contrôler l'intégralité de la course, d'autant plus qu'on a perdu un coureur, Axel Zingle, à la 3e étape. Mais je pense que du côté de la Visma, du côté de Vingegaard, on a coché cette étape. Du côté de la Team Emirates, je pense aussi qu'on va travailler pour Joao Almeida. Donc je vous le disais, il a pas peur d'agresser Jonas Vingegaard, il est à l'aise sur ce type de parcours, il aime bien les murs aussi, notre ami Joao Almeida. Donc pour moi, du côté des UAE, on va aussi être sur une stratégie offensive, à savoir essayer de renverser Jonas Vingegaard, essayer de lui récupérer du temps sur cette étape. Pour moi, on va pas attendre l'Angliru. Et le troisième facteur X, c'est la Lidl Trek, avec notamment Giulio Ciccone, qui lui aussi peut espérer rivaliser sur ce type de parcours. On est sur des ascensions plus courtes, plus punchy. Il peut être moins mis en difficulté que sur des ascensions longues. Enfin, je terminerai par Tom Pidcock, qui lui peut aussi avoir son mot à dire et peut aussi vouloir tenter sa chance sur ce type de parcours en se disant que s'il arrive à
voilà, dans un bon groupe, on va dire à 4 ou 5 à l'arrivée, il peut éventuellement jouer sa carte au sprint. Tom Pidcock est aussi placé pour le podium du classement général. C'est aussi un parcours qui est plus taillé pour lui, on va dire, que pour l'Angliru après-demain. Donc il pourrait aussi tout simplement faire rouler son équipe pour essayer de reprendre du temps au classement général. Est-ce qu'on va tenter un saut de puce à un moment donné, à savoir envoyer des équipiers à l'avant pour essayer de créer des mouvements de course, des moves sur l'étape? C'est totalement possible. Le parcours de manière très claire s'y prête. Donc voilà, moi je suis plutôt sur un scénario GC Day. Pour moi, il y a une énorme value sur la victoire de Jonas Vingegaard qui est coté à 6. Moi je l'aurais plutôt foutu aux alentours de 2,5. Donc il y aura un premier pic. Voilà, victoire de Jonas Vingegaard, 0,3% de bankroll. La victoire à 6, pour moi grosse value sur la victoire de Jonas, qui est bon clairement pour l'instant. Voilà, même si je suis sur mon PLT de Joao Almeida, j'y reviendrai sur l'Angliru. Moi je compte sur l'Angliru pour que Joao fasse un petit peu tourner le truc, mais voilà, je serai sur la victoire de Jonas Vingegaard sur un scénario GC Day. Joao Almeida m'intéresse également, il m'intéresse pour un top 3. J'ai pas encore les top 3, donc Almeida est coté à 20, donc je pense qu'on aura du top 3 à mon avis aux alentours de 5. Donc je vous confirmerai tout ça demain matin sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on aura également un top 3 pour Joao Almeida. Et si on est sur une cote aux alentours de 5, je pense que ça sera un petit 0,1% de bankroll, à savoir 10 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 5 euros sur une bankroll à 5 000 euros. On va aller faire un petit tour du côté. Alors, est-ce que je prendrais pas un Juan Ayuso également en protection de la mise? Je pense qu'aussi qu'on va rajouter un petit Juan Ayuso, mais alors vraiment sur pas grand chose. Vraiment sur pas grand chose. Juanito, il est coté à 12. Je pense qu'on va mettre un petit 0,05% de bankroll sur la victoire de Juan Ayuso, parce que, encore une fois, pour moi, si ça part en échappée, pour moi, c'est le seul qui peut tenir sur. Du côté des UAE, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut envoyer Ayuso à l'avant pour dire à la Lidl Trek et à la Visma, les gars, si vous voulez l'étape, faites le travail. Et peut-être que Visma et Lidl derrière vont pas enclencher, et ça va donner un spot pour Juan Ayuso. Donc 0,05% de bankroll également sur la victoire de Juan Ayuso, même si c'est pas le scénario que je privilégie. On va dire que ça sera un petit peu une couverture. Ensuite, pour ce qui est des match-up, alors je vais regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Alors j'espérais un match-up contre Ben O'Connor, parce que visiblement il s'est cassé la gueule aujourd'hui. Mais il est proposé contre Marc Soler, et Marc Soler favori à 1,66. Donc je vous avoue que c'est pas quelque chose qui me plaît. Après, Thorsten Train a perdu le maillot. Il est proposé en match-up contre Fortunato. Alors souvent, un mec, quand il est pas habitué à avoir un maillot de leader comme ça, souvent après, quand ça lâche. Et ça lâche vraiment. Le truc, c'est qu'il est proposé contre Fortunato. Et Fortunato, s'il est pas en mesure de jouer l'étape, ou s'il est dans une échappée qui est reprise, c'est normal. Il va totalement se relever et il va attendre l'étape suivante. Donc voilà, encore une fois, au niveau des match-up, il y a pas grand-chose qui me plaît. Donc je vous fais un récap de mes pronostics pour cette 11e étape de la Vuelta. La victoire de Jonas Vingegaard, la cote à 6 sur le book ref. Donc on essaiera de voir s'il n'y a pas un petit peu mieux à droite à gauche. Donc la victoire de Jonas Vingegaard à 6, 0,3% de bankroll, un top 3 pour Joao Almeida, je pense que ça sera autour de 5 à peu près, donc je pense, voilà, je vous confirmerai ça demain matin, mais ça sera 0,1% de bankroll, et la victoire de Juan Ayuso, 0,05% de bankroll avec une cote estimée aux alentours de 12. Vous retrouvez la preview de Thibaut sur son site Vélo Futé, la preview d'Enzo également sur son site The Big Gear, et puis les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous retrouvez le coup tordu absolument partout. La chaîne YouTube du coup tordu. Il n'y a pas encore d'image, mais vous avez le son du podcast dessus. Vous avez également le TikTok, le Facebook, le compte Instagram et le X, le Twitter du coup tordu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et puis on se retrouvera demain pour l'analyse de la 12e étape. Ciao les amis.